Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier ce qu'on appelle le DNS, qui signifie en anglais Domain Name System. Ou si on traduit ça en français, on peut l'appeler système de nom de domaine. Vous savez que les machines dans un réseau possèdent une adresse IP. Mais pour rendre la vie facile aux internautes, bien à nous qui utilisent ces machines, la plupart du temps, ces machines, on les associe à des noms. Bien que la machine ait une adresse IP, la machine aussi possède un nom, et puis ce nom est la plupart du temps utilisé pour accéder à la machine, surtout pour les machines comme les serveurs web. Pour les gens qui consultent le web, la plupart du temps, on ne tape pas l'adresse IP, mais on met le nom du serveur. Maintenant, pour faire cette correspondance entre nom et adresse IP, cela veut dire si on met le nom, comment traduire le nom en adresse IP, c'est la raison pour laquelle on a créé ce qu'on appelle DNS, le système de nom de domaine. Maintenant, pour comprendre mieux DNS, il faut comprendre le vocabulaire qui entoure ce système. Premièrement, on va démarrer avec tous ces termes-là, je l'ai mis en anglais parce que la plupart du temps, vous aurez à travailler avec la langue anglaise pour la configuration de DNS. Donc, c'est mieux de connaître ces termes en anglais que de les connaître en français. Premièrement, on commence par le domaine name system. Domain name system, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle DNS. J'ai déjà expliqué ça. Après, on a ce qu'on appelle le domaine name, cela veut dire le nom de domaine. Le nom de domaine aussi, c'est un nom qui est utilisé pour associer ce nom à des machines qui appartiennent à une entité. Par exemple, si on prend google.com, google.com c'est un nom de domaine qui est associé aux machines de l'entité Google. Par exemple, les serveurs de Google, leur nom aura comme finalité google.com. Par exemple, on peut prendre un serveur web qu'on peut appeler www.google.com. Mais mettez en tête que google.com, c'est le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est un nom qui est utilisé pour associer des machines à une entité donnée, comme le cas de Google, ou bien on prend le cas de Cisco, Microsoft, tout ça. Je pense que vous avez compris ça. Maintenant, on a ce qu'on appelle adresse IP adresse. C'est l'adresse IP, ça je l'ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin d'en revenir. On a ce qu'on appelle aussi le top level domain. Voilà, top level domain, ça ce sont les domaines de premier niveau. Voilà, les domaines de premier niveau. Ça c'est, on sait que DNS existe sous forme de hiérarchie. Le top level domain, c'est le nom de domaine qui est au premier niveau. Parmi ces noms-là, on a par exemple .com, ou bien .net, ou bien .org. La plupart du temps, vous avez là, vous voyez ces noms, la plupart du temps, ça sont ce qu'on appelle les top level domaines. Voilà. Maintenant, à partir de ces noms-là, on peut avoir des sous-domaines. Par exemple, à partir de .com, on peut avoir cisco.com, ou bien google.com, ou bien à partir de .org, on peut avoir usid.org, ou bien quelque chose comme ça. Ce sont des exemples que je vous donne. Maintenant, on a ce qu'on appelle le Fully Qualified Domain Name. Ce Fully Qualified Domain Name, c'est un nom de domaine complet. Par exemple, parce que la plupart du temps, on peut donner un nom de domaine qui n'est pas complet, qui est abrévié. Mais pour ne pas avoir d'ambiguïté, la plupart du temps, on utilise le Fully Qualified Domain. Par exemple, je peux donner comme Fully Qualified Domain domain name l'exemple de www.google.com. Et puis il y a un point aussi à la fin. Donc, à chaque fois que vous voyez cette écriture, ça, c'est ce qu'on appelle, si on abrège ça, on appelle ça FQDN. C'est le Fully Qualified Domain, ou bien c'est un nom de domaine complet. Donc c'est pour être plus spécifique par rapport au domaine parent. C'est pour là que cette Fully Qualified Domain Name est utilisée. Ensuite, on a ce qu'on appelle name server.
Name server, si on traduit ça en français, c'est le nom de serveur. Ça, c'est un ordinateur ou bien un serveur qui est utilisé pour traduire les noms de domaine à adresse IP la plupart du temps. Donc, c'est le nom de serveur, c'est utilisé pour, en quelque sorte, traduire les noms en adresse IP. Et puis, ces serveurs font la plupart du travail dans le système de DNS. Mettez ça en tête. On a aussi le zone file, qu'on peut traduire en français fichier de zone. Un fichier de zone est un fichier de texte simple qui contient les correspondances entre les noms de domaine et les adresses IP. Donc, c'est un fichier que l'on utilise pour faire la correspondance entre le nom et l'adresse IP. Voilà. Maintenant, les fichiers de zone se trouvent au niveau des serveurs de nom ou bien des name servers. Mettez ça en tête. On a aussi enfin, on a ce qu'on appelle record. Record ou bien enregistrement. Ces records-là se trouvent dans les fichiers de zone ou bien dans les zones files. Et puis il y a plusieurs formes d'enregistrement. Ça là, je vais en revenir en détail. J'ai ici résolu name server. Ça signifie par exemple si un client, comme l'exemple que je viens de donner, si une machine est allée sur le site www.cisco.com. Voilà. Maintenant, le serveur qui va gérer ça, ou bien le name server, peut faire la demande en premier lieu au niveau du root server. Maintenant, le root server, puisqu'il voit que c'est .com qui est le top level domaine, il va contacter le serveur qui gère le .com. Bon, maintenant, si le serveur qui sert le .com reçoit la demande, il va contacter le serveur qui gère le domaine cisco.com. Maintenant, arrivé sur ce serveur pourra en quelque sorte régler la requête et envoyer l'adresse IP au niveau du client. C'est comme ça que les requêtes au niveau du domaine name system fonctionnent. Je pense que vous avez compris. Maintenant, pour ne pas tarder, on va essayer de voir ce qu'on appelle, parce que ça c'est un élément capital pour comprendre aussi le fonctionnement du name system. C'est ce qu'on appelle les zones file ou les fichiers de zone. Par exemple, la configuration d'un name server, par exemple, d'un name server, cela veut dire d'un DNS server, comme on peut l'appeler en anglais. Il y a ce qu'on appelle les records en anglais ou bien les enregistrements. Premièrement, on démarre avec l'enregistrement qu'on appelle le SOA. Le SOA, en anglais, ça signifie Start of Authority. Ça aussi, pour le configurer, il y a plusieurs paramètres qui prend. En premier lieu, on a ce qu'on appelle le nom de domaine, comme vous le voyez ici. Et puis, on a ce qu'on appelle le in SOA, comme vous le voyez ici. On a aussi le name server, ou bien le nom du serveur. Après, on a aussi l'email, comme je l'ai écrit ici, admin.kms.com. Parce que ici, notre exemple là, c'est le nom de domaine, c'est kms.com. Donc, comme vous le voyez, après, les paramètres qui suivent la configuration, on a le numéro du serial number, comme vous le voyez. On a le refresh time, que j'ai pris des valeurs par défaut ici là. Ça c'est en secondes, 3600 secondes. Le retry time, le retry intervalle c'est 600 secondes. Et puis l'expiration période, la durée d'expiration c'est égal à un jour. Je pense que 86 400 c'est un jour, secondes. Et puis le time to live ou bien TTL, ça c'est égal à
3600 secondes. Donc c'est ça, le start aujourd'hui, quand vous le voyez, c'est libellé comme ça. Et puis, la conception ou bien la configuration d'une zone file ou bien d'un fichier de zone démarre avec le SOA. Mettez ça en tête. Après, on a ce qu'on appelle le A record ou bien le quadruple A record. Pour le A record là, c'est la correspondance entre un nom et une adresse IP. Pour A, c'est pour la version d'adresse IP IPv4, tandis que pour la version IPv6, on utilise le quadruple A. C'est la raison pour laquelle on a ces deux façons d'enregistrement. On a A et on a quadruple A. Maintenant, après, on a le CNAME record, ou bien CNAME enregistrement. Ça, c'est une correspondance entre un nom donné avec un autre nom. Quand on va aller sur la configuration, je vais mieux expliquer. Après, on a le MS record. Ça, c'est un enregistrement pour le serveur qui va gérer le mail. Le mail server, si je peux dire ça en anglais. Après, on a le NS record. Le NS record, c'est l'enregistrement pour le nom du serveur, ou bien le name serveur. Et puis, enfin, dernièrement, on a le PTR. En anglais, on dit PTR record, ou bien PTR enregistrement. Ça, c'est la correspondance d'une adresse IP à un nom. C'est le sens inverse, quoi. La plupart du temps, on a correspondance d'un nom avec adresse IP, mais cette fois-ci, on a correspondance d'une adresse IP à un nom. Ça, c'est utilisé pour la plupart du temps pour mieux sécuriser notre connexion, ou bien pour mieux sécuriser le système DNS. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle quelquefois il y a des systèmes qui utilisent, surtout les mails serveurs qui utilisent ce genre d'enregistrement qu'on appelle le PTR record. Maintenant, pour ne pas tarder, on va aller rapidement sur ce qu'on fait de on va entrer en action. Comme ça, ici, là, je vais vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement du DNS. Pour le scénario que je vais utiliser là, je vais mettre deux serveurs. L'un sera un serveur web, l'autre sera un serveur DNS, et il y aura une machine client qui va nous servir de test. Maintenant, pour démarrer, je vais prendre un serveur. Je vais prendre une machine client, du moins un PC, et puis je prends un serveur ici. Ça sera notre serveur DNS, et un serveur ici, ça sera notre serveur web. Et puis, je vais ici au milieu. Et puis, je vais prendre un PC, un commutateur du moins. Un commutateur. Et puis, on va faire le câblage rapidement. Ça, c'est structure comme vous le savez. Ok. Je fais 0/1. On va brancher avec aussi le serveur. Ça sera notre serveur DNS. Et puis, le serveur, ça sera notre serveur web. Ça sera notre serveur. On va essayer de changer le nom même. Ça, je vais dire serveur. Ok, good. Ça, c'est serveur HTTP. Serveur HTTP. Ok, good. Ça, c'est notre. Maintenant, pour la configuration du serveur DNS, on va ouvrir le serveur rapidement ici. On va aller sur Service et puis on va aller sur DNS. DNS ici. On va mettre le A record. On va commencer par le SOA record, comme je vous ai dit. Ça, toujours la configuration d'un name server démarre par le SOA record. Ici, là, on va mettre en premier lieu le nom de domaine. Le nom de domaine, pour notre exemple ici, là, si on retourne sur la présentation, c'est KMS, comme vous le voyez ici, là. KMS.com, c'est ça qu'on va mettre. KMS.com. Mais avant d'aller faire ça, n'oublions pas d'aller faire la configuration IP.
pour ce serveur-là, on va lui donner, je vais utiliser la plage d'adresse 192.168.1.0 et puis on va lui donner l'adresse IP 192.168.1.49. Et puis il sera le DNS serveur 192.168.1.49. On n'a pas besoin de passer par défaut. Donc on revient ici sur le service. Ça c'est le DNS. On a mis le nom de domaine. Maintenant primary server name. Primary server name. On va essayer de venir ici sur config. La server name, le nom du serveur c'est là, c'est serveur. Attends, on va copier ça. Serveur DNS, c'est ça qu'on va mettre. Server name. Voilà. Et puis mailbox, on va mettre. Je retourne sur la présentation. Mailbox, c'est l'adresse mail de l'admin. J'ai pris comme exemple ici admin.kms.com. Donc admin. Puis le TTL, je vais mettre 3600. Le retry, je mets 600. Et puis le refresh time, je vais mettre 3600 aussi. 3600. Et puis expiration time, je mets 86400. C'est ça que j'ai eu. Donc la configuration, vous pouvez faire comme moi si vous ne comprenez pas bien, mais après il faudra revenir pour comprendre chaque terme, qu'est-ce que ça signifie. Par exemple, ça c'est le nom de domaine, ça c'est le nom du serveur, de ce serveur DNS, ça c'est l'email de l'administrateur qui a configuré le SOA, et puis ça sont les valeurs pour les TTL, retry time, refresh time, expiration time. Donc on clique sur Add, cela veut dire c'est pour ajouter. Il dit should not be empty. Voilà. Ok, je vais mettre cocher l'onglet on pour démarrer le service DNS. Essayons de revoir ce que j'ai configuré ici là. Vous voyez le start of authority c'est là. On a ça, c'est le numéro de série, ça c'est 0. Et puis ça c'est le nom de domaine, et puis toutes ces informations sont essayées là. Donc grosso modo c'est ça qu'on fait. Maintenant on vient sur le CNAME, on vient sur par exemple le aérocode. Aérocode, par exemple on va dire par exemple pour le name de ce serveur, on va dire c'est NS, je peux dire NS1, NS1.kms.com, ça c'est le nom de ce serveur DNS, et puis l'adresse IP c'est le 192.168.1.49. Voilà, maintenant je vais ajouter, ouais, excellent, j'ai ajouté. Maintenant attends, je vais aller sur ce serveur là, serveur web, je vais lui donner une adresse IP. On va aller sur desktop. L'adresse IP que je vais lui donner c'est le 192.168.1.50. Et puis comme DNS serveur aussi, je vais lui donner 192.168.1.49. Voilà, excellent. Voilà. Maintenant, on va fermer. On retourne ici pour configurer, pour prendre ce serveur-là. On va lui donner le nom de domaine qu'on va lui donner. Ça sera kms.com.
kms.com, on peut lui donner ça. Et puis le nom de domaine, ça, comme on va lui donner un nom kms. On va lui donner www.kms.com. Voilà. Puis l'adresse IP c'est le 192.168.1.50. Voilà, on va ajouter ça. Donc à chaque fois qu'on fait www.kms.com, on se retrouve avec cette adresse IP qui est l'adresse IP de notre serveur web. Donc good. Ça c'est excellent. Maintenant le CNAME, comme je vous l'ai dit, c'est la correspondance de nous entre notre nom. La plupart du temps, je vais vous donner un exemple, comment c'est utilisé. On va dire par exemple, on va dire KMS. On va dire par exemple kms.com. Ça équivaut aussi à w.kms.com. Voilà. Maintenant on ajoute ça aussi au niveau d'ici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le CNAME record. Et puis enfin dernièrement on a le NS record. NS record aussi. C'est le NS record, c'est le name c'est le nom du serveur NS record. Attends, je vais faire pause de la vidéo. Voilà, maintenant pour le NS record, on va mettre ns1.kms.com. Cette fois-ci, on va faire la correspondance avec un nom. Parce que le nom, ce sera le nom de ce serveur que j'ai appelé serveur DNS. Je vais copier ça. Et on retourne ici. Voilà, excellent. Donc on ajoute le DNS. NS record. Serveur name DNS. Voilà, donc c'est ajouté. Excellent. Donc on a tous nos records. Si j'agrandis ici là, on a le NS record, on a le AA record, et puis on a aussi le CNAME record. Donc je pense que vous avez compris. Donc c'est comme ça qu'on configure un serveur DNS en utilisant PacketStracer pour vous montrer ce que vous aurez. Ça peut être beaucoup plus complexe, mais en résumé, c'est comme ça que vous devez faire pour la configuration. Voilà. Donc tout est OK. J'ai déjà configuré le web serveur. Je vais essayer de voir si le service a démarré. Le service a démarré. Donc ce qui nous reste, c'est le client. On va lui donner une adresse IP qui va être sur le même réseau que les autres les serveurs qu'on a sur ce scénario. L'adresse IP que je vais donner à cette machine, ça sera le 592.168.1.100. Et puis je ne vais pas lui donner de DNS pour l'instant. On va essayer de voir. Par exemple, si je contacte, si je fais par exemple pour aller sur le web serveur, je dis 192.168.1.50. Vous voyez, je suis sur le serveur. Attends, excuse-moi, je me suis trompé. Je suis sur le serveur. Voilà. Parce que j'utilise l'adresse IP. Maintenant, si je sais que ce serveur-là, son nom de domaine, c'est KMS, bien www.kms.com. Si je retourne sur le navigateur, je dis www.
www.kms.com. Ouais, il résolve ça parce que il peut contacter le DNS serveur, il contacte le DNS serveur pour résoudre ce problème. Donc maintenant pour mieux comprendre le fonctionnement, attends, je vais ajouter sur la configuration IP. Il ne faut pas oublier de mettre l'adresse IP du DNS serveur 192.168.1.49. Voilà. Beaucoup de gens vont me dire pourquoi j'ai pas encore mis ça et puis j'ai pu j'ai pu m'accéder à ce site là. Ça c'est peut-être que il a pu lorsque j'ai fait le premier test avec l'adresse IP, lorsque ça a passé, c'est la raison pour laquelle il a su connaître l'adresse IP du DNS serveur. C'est ça que je pense. Il ne faut pas oublier là de mettre ici l'adresse IP du DNS serveur. Donc on va essayer d'aller sur simulation ici rapidement. On va essayer de dire show all, et puis on va éditer les filtres. On va choisir DNS et puis sur next ici on va choisir HTTP. Voilà, excellent. Maintenant on va essayer de retourner sur le browser. On va dire www.kms.com et puis on va lancer. Ouais. Lorsqu'on lance, je vais dire ici, ça c'est un paquet de DNS. Pour prouver que avant tout il va contacter le DNS serveur. Vous voyez, la machine il va contacter le DNS serveur en utilisant un port qu'il a choisi au hasard ici là, mais la destination port toujours pour DNS c'est 53. Mettez ça en tête. Le serveur, la destination port c'est parfait, de manière que le serveur va savoir que ça c'est une requête DNS. Donc on va cliquer sur forward. On clique sur forward. Voilà, vous voyez le paquet ça arrive ici au niveau du DNS serveur. Le DNS serveur va répondre. On va essayer d'ouvrir le paquet rapidement. On ouvre le paquet. Vous voyez le paquet est là. Et puis on a l'impression qu'il a résolu le problème. Vous voyez, c'est ça qu'il veut résoudre. www.kms.com. Voilà, excellent. Vous voyez, maintenant il a résolu le problème. Maintenant le paquet qu'il va envoyer, ça sera un paquet HTTP, ça sera destiné au serveur web, comme vous le voyez ici là. Maintenant c'est destiné. Vous voyez la source IP et la destination IP. La source IP c'est le client machine et ça c'est l'adresse IP du web serveur. Donc on clique sur forward. Voilà, vous voyez le paquet ça vient ici. Excellent. Le serveur web a le paquet maintenant parce qu'il a déjà résolu le nom d'adresse, le nom de KMS www.kms.com en adresse IP qui est l'adresse IP du web serveur. Vous voyez. Donc mettez ça en tête. À chaque fois que vous visitez le site, par exemple web d'une certaine compagnie, c'est cette même procédure que vous suivez. Par exemple, premièrement, votre machine, lui, elle n'a pas la capacité d'aller faire la requête DNS, mais c'est un serveur derrière. Par exemple, le serveur qui a été fourni par votre fournisseur d'accès, ou bien votre ASP, c'est lui, ce serveur qui va faire la requête pour en quelque sorte résoudre le nom de domaine en adresse IP et puis permettre à votre machine client de visiter le web. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle je fais ce scénario, pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez maintenant, le paquet a été, la communication a pris fin. Si on ouvre ici là, on voit bel et bien que la machine a pu accéder à notre fameux site web qui s'appelle www.kms.com.
Je pense que vous avez appris quelque chose avec ces vidéos. Je vous remercie d'avoir